Bienvenue au débat du 100% Info, fidèles téléspectateurs. Depuis le 2 juillet, le Burkina Faso connaît une nouvelle configuration administrative. Le pays est passé de 13 régions à 17 et de 45 provinces à 47. La région de l'Est plutôt est subdivisée en 3 régions, le Goulmou, la Sirba et la Tapoa. La boucle du Mouhoun est scindée en 2, la région du Bankui et la région du Sourou. Et la région du Sahel, pour terminer, est également subdivisée en 2, la région du Liptako et la région du Soum. On note également la création de 2 nouvelles provinces, la province de Korapeli dans la nouvelle région du Soum et la province du Diamangou dans la nouvelle région de la Tapoa. Cette décision se justifie par la nécessité de défense stratégique du territoire et le retour aux valeurs culturelles. Le ministre d'État en charge de l'administration territoriale l'a expliqué au cours d'une conférence de presse le 3 juillet, autant pour moi. Plus de détails dans ce reportage de Sekou Ouedraogo. De nouvelles réformes administratives et territoriales pour répondre aux défis sécuritaires et humanitaires du moment et promouvoir le développement au Burkina. Le Conseil des ministres, en sa séance du 2 juillet dernier, a décidé du découpage administratif de certaines régions du Burkina et de revoir à la hausse le nombre de provinces afin de mieux faire face aux dangers et aux défis actuels que connaît le pays des hommes intègres. Ainsi, le nombre de régions passe de 13 à 17 avec l'arrivée de 4 nouvelles. Le nombre de provinces, lui, passe de 45 à 47. Cette réorganisation répond à 2 objectifs majeurs. Renforcer la présence de l'État et la défense du territoire national, notamment dans les zones frontalières. En améliorant le maillage administratif, elle permettra une meilleure couverture des services publics, réduira l'inégalité régionale et facilitera la réponse de l'État aux besoins des populations. Renforcer l'identité nationale à travers des noms de régions et provinces enracinés dans notre patrimoine culturel et historique. Cela favorisera une meilleure appropriation du territoire par les populations et renforcera la cohésion sociale. Plusieurs innovations majeures sont à mettre à l'actif de cette réforme entreprise par le gouvernement burkinabé. On peut retenir, entre autres, la scission de 3 grandes régions du Burkina en 4 régions, la création de 2 provinces dans des zones à fort défi sécuritaire avec pour objectif de mieux assurer le maillage territorial. La région de l'Est est réorganisée en 3 régions, le Goulmou, la Sirba et la Tapoa. La région de la boucle du Mouhoun est scindée en 2, la région du Bankui et la région du Sourou. Le Sahel est également subdivisé en 2 régions, le Liptako et le Soum. La création de 2 nouvelles provinces, la province du Karopeli dans la nouvelle région du Soum et la province du Diamangou dans la nouvelle région de la Tapoa. Autre particularité de cette réforme concerne l'identité des noms donnés à chaque région. Contrairement aux critères géographiques pour identifier chaque région par le passé, cette réforme accorde plutôt un point d'honneur à l'histoire et à l'identité culturelle de chaque région. C'est aussi pour apporter un correctif sur l'appellation de certaines régions. Il ne s'agit pas véritablement d'un changement de dénomination, mais plutôt d'un correctif apporté à une retranscription erronée. C'est le cas de la province du Sanmatenga, qui était en réalité une mauvaise écriture de Sandbon-Tenga à l'origine. Il en est de même pour la province de la Kosin, connue sous l'appellation Kossi, qui ne correspond à aucune réalité socio-culturelle ou historique. Cette réforme, faut-il le rappeler, constitue l'une des recommandations du rapport général de l'Assemblée législative de transition sur les journées d'échange avec les forces vives des régions, sur les réformes politiques, institutionnelles et administratives tenues les 10 et 12 juillet 2023, selon le ministre de l'administration territoriale.
Nous sommes de retour sur ce plateau à la suite de ce reportage. Nous recevons comme invité deux têtes pensantes. Il s'agit de Amadé Adama Soro. Il est journaliste. Il est aussi analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa. Bonsoir à toutes et à tous. On dit également bonsoir à Aboubakar Sidiki Zerbo, qui est enseignant en transport et logistique, acteur de la société civile, inconditionnel de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Le décor, il est donc campé, fidèles téléspectateurs. On parle redécoupage administratif dans cette émission avec d'autres sujets qui ont également fait l'actualité. Alors, je me présente, ressortissante en tout cas, de la région de Nando. J'aimerais bien savoir d'où vient Amadé Soro. Alors, très bien. En fonction de ce nouveau découpage. Oui, il faut donc dire que dans le fond, ça n'a pas changé. Et c'est peut-être dans la forme qu'il y a eu ce changement. Oui. Je suis donc originaire de la région de Yadega. Ce n'est pas du Yadega, mais c'est de Yadega. De Yadega. Parce que c'est un nom propre. Donc c'est dit, cela est allusion au fondateur donc, du royaume de Yassé, appelé donc le roi Naba Yadra. Même si ça ne va pas plaire à ceux de l'Est là, qui sont devenus maintenant scindés en trois. Voilà, Goulmo, la Sirba et la Tapoa, qui sont donc des sujets, entre parenthèses, bien sûr, des ressortissants de la région de Yadra. D'accord, on se tourne vers Zerbo. Quelle est la région de Zerbo? La région du Sourou, qui était nouvellement créée. Le Sourou en référence au fleuve Sourou, un affluent du Mouhoun. Donc le Sourou est considéré par le Sourou, la Koussi et puis le Thomas. Donc désormais, à la suite de ce décret-là, on s'est entendu que ceux qui viennent de Réo, de Dougou, peuvent rentrer tranquillement dans le Sourou. Mais ceux qui viennent de Ouayuguia, de Ouagadougou, de Yako, vont demander le visa avant d'entrer dans le Sourou. C'est à voir. Voici, c'est bien normal. Alors, on va parler plus sérieusement. On parle découpage administratif. Comment est-ce que vous appréciez cette décision? Alors, il y a deux grilles de lecture par rapport à ce nouveau visage administratif du Burkina Faso. Dans un premier temps, comme l'a dit donc l'élément que nous avons écouté, c'est en réalité une concrétisation ou une matérialisation des doléances faites par les populations à la base lors des différentes rencontres. C'est également dû au fait que nous avons besoin d'un maillage sécuritaire plus grand pour faire face effectivement au péril terroriste. Vous savez très bien que lorsque les points centraux ou névralgiques du pays sont éloignés des populations, cela crée forcément un problème, notamment un problème de frustration dans un premier temps, mais aussi rend difficile le déploiement de tous les rouages administratifs. Par exemple, quand on prend l'ancienne région de l'Est, pour quitter n'est-ce pas, Tapoa ou bien Diapara pour aller vers quand même Farangourma qui était la capitale régionale, c'était vraiment la croix et la bannière. Donc ce redécoupage-là a donc pour mission essentielle de rapprocher l'administration de l'administré, mais aussi de renforcer un véritable maillage sécuritaire pour permettre le déploiement de toute la chaîne administrative avec tout ce qui va avec, notamment l'érection de nouvelles infrastructures, excusez-moi, et également le déploiement d'autres aspects qui vont concourir à faire en sorte que les citoyens, partout où ils se trouvent, se sentent effectivement concernés, se sentent adulés, entre guillemets, par l'administration. Pour ceux qui ont eu la chance de voyager, vous arrivez dans des villages, que ce soit en Europe ou en Asie, vous trouvez 10 000 ou 5 000 personnes, mais vous trouvez toutes les commodités administratives donc dans ce village de 10 000 ou de 5 000 personnes. Donc, c'est vrai qu'à un certain moment, des gens avaient brandi une raison
pour dire qu'au niveau du Sahel, par exemple, c'est parce que c'est une zone délaissée par l'État que les habitants se sont donc rébellés, se sont révoltés contre l'État central. Mais je m'inscris en faux contre cela. C'est pas parce que vous êtes délaissé par l'État que vous allez prendre les armes contre votre propre État. C'est parce qu'il y a eu d'autres agendas, notamment extérieurs, qui ont donc favorisé effectivement ce phénomène du terrorisme. Donc, si on arrive effectivement... Les raisons présentées pour vous se justifient. Absolument, absolument. Et quel est l'avis de Sidiki Zerbo? Ok, bon, premièrement, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc, de tout temps et en tout lieu, quel que soit le contexte spatio-temporel, face aux défis du moment, face aux besoins des populations, les tenants du pouvoir font des découpages. Bon, si vous permettez de raconter un peu l'histoire des découpages au Burkina Faso. Il y a eu d'abord, bon, dans l'époque pré-indépendance, l'AOF qui était en haut de l'architecture administrative, et en bas il y avait la colline de Haute-Volta. Et la Haute-Volta était divisée en cercles. Les cercles étaient divisés en subdivisions. Maintenant, en 1974, sous la Misana, il y a eu un nouveau découpage. C'est-à-dire, maintenant, ils ont parlé maintenant de départements. On a des départements, ensuite des sous-préfectures, des arrondissements et des villages. Avec la révolution sankariste, ils ont encore fait un nouveau découpage en fonction des hommes forts du moment. Maintenant, on parle maintenant de départements, de provinces plutôt. On parle de provinces, départements et villages. Et le village était surtout dirigé par un CDR, puisque les hommes forts du moment n'étaient pas honorés de syndicat avec la tradition. Donc en 1995, maintenant, sous le magistère de Blaise Compaoré, on a parlé maintenant de communes rurales ou communes urbaines. Et récemment, en 2002, on parle maintenant de délégations spéciales. Donc là, c'est un peu l'histoire du découpage au Burkina Faso. Bon, quant à maintenant, au cas actuel, je pense que bon, le défi sécuritaire qui est prononcé est pertinent et c'est logique. Puisque les camps que nous avions, bon, moi je n'ai pas fait le PMK, j'ai fait Tussiana, mais quand on regarde nos régions militaires, c'était plus apte dans les guerres frontalières. Qu'une attaque venait de l'ouest, le camp Ouézé pouvait répondre, ou bien le camp de Dédougou pouvait répondre. Qu'une attaque venait par exemple de l'est, il y avait un grand camp Fara qui pouvait répondre. Si ça venait par exemple du Sahel, un voisin de attaquer du Sahel, Dori pouvait répondre. Mais cette guerre, c'est une guerre interne, un style de guérilla urbaine, une guerre asymétrique, où l'ennemi est entre nous-mêmes. Donc du coup, quand on tapait très récemment, quand il y avait une attaque dans une région, le temps que les gars se déploient, qu'ils arrivent, nos boys arrivent, ils ont déjà fait des dégâts. Mais maintenant, en implantant des camps dans chaque région, c'est sûr que la réaction sera encore plus apte et plus prompte. Bon, maintenant, quand le ministre Émile Zerbo parle de répartition proportionnelle de l'économie et des richesses, ça dit, et peut essayer de créer de l'harmonie dans le développement. Bon, là, je ne pense pas que c'est une question de découpage. Puisque, bon, je n'entre pas en débat frontal avec monsieur le ministre, mais c'est surtout dû à l'esprit, au mental du Burkinabé, qui a tendance à mettre l'ethnie au-dessus de la nation. C'est-à-dire, on est d'abord de son ethnie avant d'être burkinabé. Donc, ce qui fait que dans les projets de développement, dans les financements des grands travaux, tels que les infrastructures, les hôpitaux, etc., on a tendance à privilégier son ethnie, surtout pour des visées et des finalités électoralistes. Donc, pour avoir les élections, c'est sûr qu'on va drainer vers sa région la construction des édifices. Donc, ce qui fait que non, ceux qui n'ont beaucoup ont été lésés à cause de la philosophie politique. Donc, je pense que pour ça, il faut qu'on change de mentalité. À part cela, je pense que le découpage, comme on peut nommer, c'est juste une région comme la région de l'Est, qui était vaste. Il y a la forêt qui était là. Pour aller d'un point A à un point B, c'était compliqué. Le Sahel aussi, c'était la même chose. Donc maintenant, en miniaturisant les régions quand même, je pense qu'on peut mieux, de façon efficace, administrer ce qu'il faut pour bien gérer le Burkina Faso. Votre point de vue est bien noté. Maintenant, sur la question de la dénomination de ces différentes régions, on parle ici de 47 provinces, 17 régions. La dénomination, le ministre l'a dit, il n'est pas question de changement, il est question de correctif de dénomination. Mais est-ce qu'au niveau de la région de Yadga, tous les habitants sont en phase avec cette nouvelle dénomination?
En fonction des retours que vous avez. Pour moi, de répondre à la place de tout le monde. En fonction des Mais ce qui est sûr, quand vous prenez, n'est-ce pas, la région de Yadega, presque les trois provinces, notamment Zandoma, Lorum et Yatenga, qui est, donc le nom est resté, ce sont des provinces Yadega. Passoré, ils sont à mi-chemin entre Yadega, le Moré de Yako, je vais dire. C'est à mi-chemin entre le Moré de Wayugia et le Moré donc n'est-ce pas, de Ouagadougou. Parce que avant le découpage ou le découpage intervenu en 2015 là, si j'ai bonne mémoire, quand on est passé de 30 à 45 provinces, le BAM, qui est également une région Yadra, a été détaché du Grand Yatenga pour rattacher donc au centre nord. Le problème s'est posé à ce niveau. Même à son temps, il y a eu, n'est-ce pas, des critiques qui ont été formulées. Moi, là où je vais en venir, je ne veux pas que, à cause de ce découpage-là, comme l'a dit Zerbo, il puisse y avoir des esprits malins qui vont se recroqueviller sur l'ethnie ou sur la région. Parce que quand on est dans un pays, dans un État moderne, la première raison, ou quand on veut raisonner, on doit d'abord raisonner nation. Quand on raisonne nation, avant de raisonner région, raisonner ethnie, régionale, province, etc. Parce qu'il y a des pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, qui ont voulu répartir les gens en fonction de leurs ethnies, en fonction de leur sensibilité, et ça crée un problème. Ça veut dire que si vous partez dans telle région, vous réalisez une infrastructure, les autres, non seulement ils ne vont pas appuyer, ils ne vont pas vous accompagner, mais ils vont même travailler à saper ce que vous avez fait. Donc, c'est vrai, c'est dénomination nouvelle, puisque le ministre l'a dit, certes, il y a des corrections qui ont été faites, par exemple pour Sanmatenga, et puis aussi pour Kosila, mais il y a de nouvelles appellations qui ont apparu, notamment Nando. C'était la région donc, du centre-ouest. Voilà. Par exemple, ça, il n'y avait pas ça avant. Djora aussi, c'était pareil. Au niveau Djiriko, de Bobo, etc. Donc, il y a de nouvelles appellations qui ont apparu et que ces appellations, en réalité, prennent en compte nos facteurs anthropologiques, socio-culturels. Parce que une nation, un pays, c'est toute une histoire. Ce ne sont pas des mots qui ont été choisis comme ça, de façon donc délibérée, mais c'est des façons donc ramassées, je vais dire. C'est des noms qui ont été choisis parce que ces noms-là drainent des histoires. Même si il y a des grincements dedans. Par exemple, pour Giroko de Bobo, on a dit que pourquoi on a choisi le nom d'un royaume qui avait voulu, n'est-ce pas, soumettre les populations autochtones, etc. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand nous raisonnons, nation, je pense qu'on peut effectivement faire fi de ces petites questions-là. Et puis maintenant, puisque après tout, c'est le Burkina Faso. C'est le Burkina Faso qu'il faut voir. Vous vous souvenez que c'est sous la révolution de Thomas Sankara que le pays a changé de nom, donc de la Haute-Volta à Burkina Faso. Et c'est également sous donc, le régime donc, du capitaine Ibrahim Traoré que ces noms qui avaient été attribués aux différentes régions-là ont trouvé, n'est-ce pas, des appellations endogènes. Tout ça, c'est pour nous rattacher à notre histoire. Le fait donc d'être rattaché à son histoire ne veut pas dire qu'on est supérieur. Il n'y a pas une région qui est supérieure à une autre. Il n'y a pas une ethnie qui est supérieure à une autre. Tout ça, c'est parce qu'effectivement, un homme qui veut aller loin s'appuie sur son passé, magnifier son présent et forcément aller vers un lendemain meilleur. Donc je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut voir ces différents changements de noms qui ont été opérés par rapport aux régions, par rapport aux provinces. Alors Sidiki, concernant les dénominations des régions, on voit ça et là que les avis sont divergents. Quel est votre avis? Je partage entièrement l'avis du grand frère, puisque souvent on se bagarre sur des détails qui nous mettent qui nous bloquent. Il est grand temps maintenant qu'on voit large, on pense Burkina Faso. Bon, par exemple, j'ai entendu, par exemple, sur les réseaux sociaux et dans les discussions, des gens disent que Nando, c'est pas Moussi, c'est Gouroussi. Je les ai répondu, Nando, c'est Koudougou en Gouroussi.
Si le terme permet de fédérer les ethnies, je pense qu'il n'y a pas de problème. On peut bien collaborer. Ensuite, maintenant, quand on parle de Sourou, par exemple, je pense que c'est le nom le plus avisé qu'on puisse donner au Sourou. Puisque, bon, s'il y a un cours d'eau qui fait la fierté de la région, c'est le fleuve Sourou, avec ses hippopotames et son bassin qui pouvait nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, si c'est bien exploité. Bon, maintenant, je suis sûr, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'étais pas là quand on fait le découpage, je suis sûr à 100% qu'ils ont dû associer des historiens, des géographes, des anthropologues, des sociologues dans ce découpage-là. Puisque c'est tellement important, puisque ça va un peu conditionner notre devenir, que c'est en fonction de ce découpage-là que seront alloués des budgets, que seront faits des projets. Donc pour une affaire si sérieuse, c'est sûr que bon, ça n'a pas été fait de façon autarcique et esselée, mais quand même il y a eu des consultations et des comités pluridisciplinaires pour essayer de voir ce qu'on va faire. Donc je pense que bon, ceux qui ont donné leur avis sur les dénominations, ils ont bien fait. Donc acceptons et puis regardons l'avenir. D'accord. Peut-être je peux ajouter ou peut-être dire que ça pourrait ne pas être définitif, hein, puisqu'on a donné 6 mois. Peut-être au cours de ces 6 mois-là, le gouvernement peut être, n'est-ce pas, réceptif à toute forme de critique pour essayer donc effectivement de revoir s'il faut maintenir les mêmes noms, s'il faut les changer, s'il faut encore opérer d'autres changements. Donc ce n'est pas tout à fait définitif. Surtout que si cela doit passer par la case de l'ALT, donc forcément il y aura des débats qui seront suscités. Et forcément donc d'ici les 6 mois-là, on va parvenir à une meilleure formule donc, par rapport à cette question de découpage. On a également 6 mois pour tout changer en termes de cartographie, en termes de nomination. Voilà. Oui, également. Tout à fait. Documents administratifs aussi, peut-être les nouveaux fonctionnaires qui doivent être également désignés pour les nouvelles régions et les nouvelles provinces. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Alors, si vous permettez, si on va un peu regarder ailleurs ce qui se passe, par exemple, bon, par exemple au Rwanda, pour la cohésion du Rwanda, il n'y a plus l'idée d'une ethnie. Il n'y a plus Hutu, Tutsi, tu es Rwandais, un point, c'est tout. Bon, quand on prend l'histoire de la langue française, il y avait beaucoup de langues parlées en France. Il y avait le girondin, le corse, au nord il y avait les bretons, d'autres avaient leur écriture, comme les basques qui sont dans le sud. Mais ils ont vu que si on va rester dans cette guéguerre-là, dans ces bisbilles-là, on ne va pas aller loin. Donc ils ont imposé le français comme langue nationale. Donc il faut que nous aussi, bon, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Chacun peut se sentir son ethnie, c'est normal, c'est logique, c'est même pertinent. Mais c'est un moment, il faut qu'on étouffe un peu cette fierté-là pour le profit du Burkina Faso, pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est bien noté, on poursuit avec le deuxième thème, l'homologation du stade du 4 août. L'information est tombée le 1er juillet. Le stade du 4 août a été homologué par la CAF, le classant en catégorie 3 à la suite d'une mission d'inspection rigoureuse. La décision survient 4 ans après la suspension de cette infrastructure et les travaux de rénovation. Le stade du 4 août qui présente aujourd'hui un nouveau visage rayonnant, des équipements neufs, une nouvelle pelouse, de nouveaux gradins, système d'éclairage performant. Amadé Soro, sportif, je suppose, également grand supporter des étalons. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que c'est enfin un ouf de soulagement, cette décision? Absolument. Parce qu'on était tous peinés chaque fois qu'il y a une compétition nationale où nos représentants, les 10 représentants donc, du football burkinabé, les étalons, doivent aller prester ailleurs. C'est vraiment avec un pincement au cœur que nous, effectivement, suivons cela. Mais également, notre peine a été doublée par le fait qu'on a su qu'il y a eu des sommes faramineuses qui ont été injectées pour relooker le stade. Et en tout temps, on nous avait présenté un résultat qui faisait la honte du pays, entre guillemets. Parce que ce qu'on nous a donné de voir contrastait avec les sommes qui ont été injectées. Qu'à cela ne tienne, lorsque les premières autorités, en l'occurrence le capitaine Ibrahim Traoré, ont pris donc l'affaire en main, et je pense que les véritables travaux ont commencé en janvier. Et de janvier à juin, donc 6 mois,
on nous a livré une infrastructure de très belle facture. Aujourd'hui, quand on regarde, on ne pouvait pas imaginer qu'au Burkina Faso, on pouvait avoir vraiment une telle infrastructure dans un laps de temps aussi court. Parce que chaque fois, je l'ai dit, le drame du Burkinabé, il ne faut pas donc généraliser, mais dans des cas généraux, ce sont des personnes qui travaillent vraiment très bien à l'extérieur, qui sont même le modèle d'exemplarité, de compétence, d'honnêteté. Mais une fois qu'ils rentrent au pays, quand on leur demande de faire le même travail qu'ils ont fait, pour lequel ils ont été, n'est-ce pas, appréciés, vous allez voir que ce qu'ils rendent au niveau du pays là, c'est tout à fait vraiment regrettable. C'est pour cela que quand on a vu les images, vraiment on était tout à fait content, on était heureux de savoir que aussi que peut-être c'est un nouveau cap qui est enclenché au niveau du Burkina Faso et que maintenant nous aurons droit désormais à des infrastructures publiques qui répondent aux normes internationales et qui aussi font la fierté du Burkina Faso. Pour un ouf de soulagement, ça n'est vraiment un. Enfin, on pourra suivre des matchs au niveau national à domicile. Puisque ce stade-là, c'était une question d'honneur, de fierté. Puisque, bon, ne prenons pas ça à la légère. Depuis près de 5 ans, le Burkina Faso veut s'affirmer à l'international. On crie sur tous les toits notre indépendance, notre autonomie, notre autodétermination. Et on n'a pas un stade à nous-mêmes. Et on part jouer à l'extérieur. Donc ça, c'est ouvrir la porte à nos détracteurs pour nous matraquer, pour nous insulter sérieusement. Donc je pense que ce stade maintenant va rehausser un peu la fierté de Burkinabé. Puis je vous rappelle qu'une fois on a failli aller jouer en Côte d'Ivoire. Je me rappelle très bien. Et sur les réseaux sociaux, les joueurs nous attendaient. Dieu merci, on allait jouer au Maroc ou aussi ailleurs. Donc ça c'est une question de fierté nationale, d'honneur et de cœur de Burkinabé. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, il faut maintenant connaître la culture au Burkina Faso de l'entretien de nos infrastructures. Toutes choses étant égales par ailleurs. Nos routes se dégradent rapidement, sans entretien, sans maintenance et sans esprit de préservation. Il y a des villes où il y a eu des provinces où il y a eu par exemple le 11 décembre, vous partez une année plus tard, tout est vétuste, tout est détérioré, tout est abîmé. C'est comme s'il n'y a pas eu d'infrastructure à l'époque. Donc il est grand temps maintenant qu'on prenne au sérieux notre patrimoine national. Puisque quand on parle des autres pays, nous sommes fiers. Quand on voit le Rwanda à la télévision, ou les Champs-Élysées, on peut faire la même chose ici. Mais seulement, je ne sais pas qu'il s'agit de nous-mêmes, comme l'a dit l'aîné, on nous prend même à la légère. Troisièmement, maintenant, bon, madame, ce n'est pas la méchanceté. Ce n'est pas que je suis méchant, ni sévère, mais quand même, bon, pour ces 15 milliards qui ont été éjectés pour refaire le stade, avec un résultat mitigé. Pour moins que ça, Vincent de Blugoué en prison. Pour moins que ça, on a jugé Téan en direct. Pour moins que ça, Tiem Touré a été voué au Gémini et vilipendé publiquement. Donc je pense maintenant qu'un bon, il faut administrer, il faut doser le même fouet à tout le monde, qu'on essaie de faire un état des lieux des 15 milliards qui sont dans la rénovation de ce stade-là. Si jamais c'était utilisé à bon escient, mais ça n'a pas suffi, il n'y a pas de problème. La vie continue. Mais si jamais des gens sont permis de faire des juretiens, de soutirer, qui répondent de leurs actes, parce que nous sommes dans un nouveau Burkina, une révolution, donc il y a des pratiques qu'il faut cesser. C'est bien dit. On espère donc qu'on aura à la suite du dossier qui est en justice. Alors, on apprend qu'il y a un match qui est prévu en septembre avec l'Égypte dans le cadre justement de la Coupe du Monde, si je ne m'abuse. Alors, jouer face à l'Égypte dans le cadre de l'ouverture de ce stade, est-ce que Amadé estime que c'est une bonne idée? Peut-être que ce sera l'occasion pour nous de vaincre le signe indien, notamment avec l'Égypte, parce que c'est notre bête noire, il faut le dire. Chaque fois qu'on croise cette équipe-là, on a beau donner, mais je ne vais pas d'abord commencer à nous décourager. Mais je pense que ça doit être, pour moi, comme je l'ai dit, l'occasion de casser, n'est-ce pas, de vaincre ce signe indien-là. Et que c'est l'occasion donc pour les Burkinabés de montrer que, en fait, vaincre une équipe comme l'Égypte, qui n'est plus voilà, comme les anciens pharaons, je pense que c'est prénable. C'est également donc un baptême de feu très important pour les Burkina Faso. C'est un gros challenge tout de même. Tout à fait, à tous les niveaux. Voilà, au niveau donc de la mobilisation,
au niveau aussi, puisque ça serait aussi un test pour les infrastructures qui ont été réalisées. Oui. Est-ce que voilà, sont de qualité. Voilà, ce sont de qualité. Et quand on voit effectivement à l'écran, c'est beau à voir, mais est-ce que ça résiste aussi? C'est comme disent les entrepreneurs, et après avoir remis leur infrastructure, les ouvrages, ils attendent que le vrai contrôleur vienne, à savoir la pluie et le vent. Donc si la pluie et le vent viennent et que voilà, ça résiste, à ce moment maintenant ils peuvent être tranquilles. Donc s'il y a une grande mobilisation, un grand événement, un meeting ou ce match annoncé là, et que vraiment à l'issue de cela, puisqu'il faut également faire un contrôle. Comme l'a dit Zerbo, notre péché originel, c'est que nous avons souvent des infrastructures qui cèdent par manque d'entretien également. Donc c'est l'occasion de vérifier tout cela après le match. Si le stade a été homologué, il y a eu une mission d'inspection, on va supposer que... Je pense que cette homologation est faite a priori, mais pas a posteriori. Ça aussi, il y a deux choses. C'est que quand le stade sera rempli, et qu'après on va voir, et on peut, sur le papier, dire que c'est OK. Mais après un tel événement, j'imagine que ce jour-là, il y aura quand même, au moins, en tout cas la moitié du stade doit être pleine. Et après coup, puisque je pense même que dans le document qui homologue et qui procède à cette homologation, il y a également des recommandations qui ont été faites. Absolument. Ou des travaux qu'il faut finir. Donc c'est l'occasion effectivement de pouvoir revenir sur tous ces aspects-là et que finalement après le match on pourra voir si ça tient ou ça craque de gauche à droite ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement que cette infrastructure soit aux normes internationales. Et pour la cérémonie d'ouverture, comment vous la voyez? Grandiose? Absolument, et ça doit l'être. Parce que non seulement on inaugure une infrastructure de portée internationale qui fait donc la fierté du Burkina Faso, qui montre également que voilà, le nouveau cap qui est enclenché par les nouvelles autorités est un cap qui tient et que le peuple qui a aussi financé, parce que ici ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'actuellement 90%, pour ne pas dire plus, de tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons comme infrastructure, ce que nous faisons comme acquisition logistique, que ce soit équipement militaire, agricole, etc., c'est le fruit de la cotisation des Burkinabés. Donc à ce titre, toute infrastructure, tout ouvrage public doit effectivement avoir beaucoup de regard parce que c'est le peuple qui a consenti ces efforts-là, malgré la crise, parce qu'il y a une crise qui est là, la crise sécuritaire a fait que beaucoup de secteurs connaissent, n'est-ce pas, un marasme économique, connaissent des difficultés, et si malgré cela, j'écoutais il n'y a pas longtemps le rapport, ou du moins le compte rendu qui a été fait par le Premier ministre concernant l'état du fonds du soutien patriotique. Donc, en fin juin 2025, on a déjà dépassé en fait les prévisions. Nous sommes autour de 100 milliards et quelques. Or, pour une prévision de 150 milliards, on n'a pas encore amorcé. Bon, on vient d'amorcer, effectivement, n'est-ce pas, le deuxième semestre. Donc, si cette même dynamique continue, ça veut dire que peut-être à la fin 2025, on pourrait se trouver avec quelque chose de 200 milliards. Donc, il faut saluer cette résilience du peuple burkinabé. Il faut saluer effectivement cette volonté d'accompagner la nouvelle dynamique qui est enclenchée, parce que cette crise sécuritaire nous a fait comprendre qu'en réalité, tout ce qu'on racontait, ces faux narratifs, ces narratifs pessimistes qui disaient que sans l'aide internationale, on ne pouvait rien faire. En fait, c'était des narratifs qui étaient destinés à nous maintenir dans notre dépendance, à nous décourager, à tuer en nous toute initiative, tout effort donc de prise en main de notre propre destin. Et ce que nous avons pu voir comme réalisation nous conforte effectivement dans notre choix. Non seulement de diversifier nos partenariats, mais aussi de compter sur nous avant de compter sur les autres. Alors, Aboubacar Zerbo, la question de la rentabilité du stade qui doit également faire l'objet de profondes réflexions afin qu'au-delà des matchs, que l'ouvrage puisse être également mis à la disposition des événements, dans le respect, bien sûr, des installations qui ont été faites. Pour cette question, on va faire appel à ce qu'on appelle le patriotisme économique. Puisque, c'est notre stade. C'est nos équipes qui vont jouer sur ce terrain-là. Donc, quand c'est Real Madrid qui joue, il y a l'engouement. Quand c'est le Barça qui joue, Bayern de Munich,
on est surexcité pour aller au canal pour suivre ce match-là. Pour dire que c'est le match du championnat. Nous sommes réticents, frileux, voire pusillanime pour aller suivre le match du championnat. Il faut maintenant le Burkinabé maintenant, ça s'investit dans leur équipe nationale. Ça dans nos clubs. Par exemple, que, je ne sais pas, au Yatenga, c'est quelle équipe qui est là-bas? Au Yatenga, c'est quelle équipe qui est là-bas? C'est Naba Kango, non? Que le jeune Yadaga, voilà, que le jeune Yadaga porte Naba Kango dans son cœur. Par exemple, à Tougana, le Sourou Sport, au lieu de sur le Real de Madrid, quand on est au stade, la Misana sur le Sourou Sport. Mais pour le stade du 4 août, c'est pas normal qu'un derby, comme il faut Aspa, soit plein à un quart. C'est pas normal. Puis c'est nos deux clubs phares de la capitale. Donc ce stade-là, nous devons le fréquenter. Non seulement pour les matchs de football, mais pour les concerts, pour les jeux parapublics et paralympiques. Bon, puisque le stade n'est pas uniquement pour le football. Donc il y a un événement au stade que les jeunes se mobilisent pour aller au stade. C'est par là maintenant qu'on va pouvoir faire un retour d'investissement par rapport au stade du 4 août, pouvoir mettre les équipements, mais aussi aider les équipes. Puisque quelqu'un va crier, je supporte l'équipe, mais pas jamais au stade. Mais c'est quand l'équipe perd maintenant, c'est le premier d'aller quiger ou bien les réseaux sociaux insultés. Donc il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Donc par rapport à la rentabilité, ce que je puis dire par rapport à la rentabilité, pour le match avec l'Égypte, si vous permettez, les Égyptiens vont venir au Burkina Faso en conquérant. Puisque les Égyptiens aiment bien le Burkina Faso sur le plan footballistique. Bon, j'étais à l'école primaire, quand Hassan Oussan nous a fait dormir à 19h, il y a eu demi-finale, Égypte-Burkina Faso à Bobo-Bilasso, 2-0, où Hassan Oussan, sur le terme, il a cloué Yurem Diarra à 2 reprises. Et il y a eu la CAN des moins de 17 en 2003, que les Égyptiens ont encore repris au Burkina Faso. Donc ils ont eu la CAN des seniors en 98 et en 2000 la CAN des cadets. Donc ça veut dire que bon, c'est une terre bénie pour eux, ils vont venir en conquérant. À nous maintenant de les attendre aussi, de bien nous organiser, puisque quand même l'Égypte c'est un poids lourd en Afrique. Ah oui, les Pharaons quand même, je pense que le plus grand nombre de CAN, de Coupe d'Afrique, même devant le Cameroun, le Sénégal. Donc à nous maintenant de les attendre et de monter à la face du monde que non seulement nous sommes dans une révolution politique, économique, mais aussi footballistique. Et que de bonnes et belles choses peuvent venir du Burkina Faso. Alors, le stade homologué, bonne nouvelle pour les sportifs. On va aller vers l'actualité internationale, le Togo notamment, qui a fait face à une vague de manifestations violemment réprimées. Le bilan côté gouvernement fait état de 7 morts et plusieurs blessés. Ces manifestations sont liées à la hausse du pouvoir d'achat et à la hausse des prix, mais également pour l'alternance politique au Togo. Le gouvernement parle ici de campagne de manipulation orchestrée depuis l'étranger, visant à perturber la stabilité nationale et s'aimer le chaos dans la société. Alors, Amadi, que veulent les Togolais finalement? C'est encore une autre question à laquelle il est difficile de répondre puisque je ne peux pas répondre à la place des Togolais. Vous êtes quand même l'observateur de la scène internationale. Absolument. À ce titre, on peut opiner donc pour dire qu'il y a 2 lectures à faire. La première lecture, c'est de dire effectivement que c'est une soif de changement qui a effectivement mis dans la rue les Togolais qui veulent maintenant un changement après plusieurs décennies au pouvoir. Voilà, plusieurs décennies. Bon, si on comptabilise, il y a demain père et fils. À ce moment, on peut donc dire qu'effectivement que c'est une soif de pouvoir qui est, du moins, de changement, excusez-moi, de changement qui a mis effectivement cette Togolais dans la rue et en filigrane, il y a effectivement cette question donc de vie chère, donc l'inflation, la cherté, etc. Le chômage, etc. Et tous les maux dont souffre de la société. Ça, c'est la première lecture. Et si c'est ainsi, donc c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime parce que quand on gouverne un peuple. Et si le peuple n'est pas d'accord, il faut tenir compte, n'est-ce pas, de ce que le peuple dit. En deuxième lecture maintenant, est-ce que les choses sont aussi simples qu'on les présente? Est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que le Togo ne paie pas en fait le prix de sa proximité avec l'AES? Est-ce que le Togo ne paie pas le prix, le Togo, président Faure Gnassingbé,
comment on appelle ça, ne paie pas le prix du fait qu'à un certain moment, lorsque la CEDEAO... Mais on ne va pas oublier comment ces événements ont commencé. Ces événements ont commencé par l'arrestation jugée arbitraire d'un artiste qui aurait subi des pressions et tout. Oui. Voilà. Comme donc il y a eu un dit, début. Vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes des journalistes. Et quand on emploie aussi les mots, voilà, quand on dit aurait été arrêté arbitrairement, etc., ce sont des éléments de langage et qui forcément ne sont pas partagés par l'autre côté. Mais en tant qu'observateur de cette situation, c'est comme je l'ai dit, j'étais en train de développer la deuxième grille de lecture pour donc dire, est-ce que réellement on n'a pas profité d'une situation? Parce que tout part d'une situation, hein. Voilà, on peut, comme on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les gars peuvent effectivement s'appuyer sur un événement factuel, réel. Maintenant, pour effectivement dérouler leur agenda. Est-ce que, je suis en train de dire, est-ce que le Togo, quand je dis le Togo, le président Faure Gnassingbé, ne paie pas effectivement, à un moment donné, il a pris son courage à deux mains et a dit, je ne vais pas lâcher les pays donc de l'AES, notamment le Niger, le Burkina Faso, qui faisait face à une hostilité terrible de la part, n'est-ce pas, de la CEDEAO, suite effectivement à ces changements intervenus à la tête donc de ces pays-là. Est-ce que c'est là, parce que c'est le seul pays naturellement qui n'a pas accepté donc effectivement d'appliquer les sanctions de la CEDEAO, lesquelles sanctions étaient d'ailleurs même illégales, illégitimes, inhumaines, puisque ça ne figurait pas dans le texte fondateur de la CEDEAO. Si c'est là, est-ce que cela aussi n'est pas lié au fait qu'on prête à Faure Gnassingbé cette vérité de rejoindre l'AES? Si c'est là, alors donc il faut d'abord commencer par, bien sûr, par faire du mal ou bien par couper l'herbe sous les pieds, n'est-ce pas, du président togolais pour qu'il ne puisse pas rejoindre l'AES et faire la force, n'est-ce pas, de ce regroupement géopolitique et géostratégique africain, ouest-africain qui aujourd'hui s'impose. Il y a une double lecture. Mais c'est à chacun maintenant de tirer la conclusion selon son bord politique, selon son intime conviction. Voilà. Et vous, mais moi, je pense moi, comme je l'ai dit, vous êtes pour la deuxième je suis un journaliste, certes, mais engagé pour l'AES. Donc, pour cela, je peux dire que ça peut être un fait normal, ça peut être une revendication réelle, mais ça n'empêche pas aussi que d'autres personnes qui sont tapées dans l'ombre puissent également mettre à profit cette conjoncture-là et puis vouloir créer des problèmes au président Faure Gnassingbé. Quelle est la lecture de Sidiki Zerbo? Je vais essayer de voir ça avec les lunettes de l'histoire. Puisque, bon, d'abord, dans les années 60, le Togo était appelé la Suisse de l'Afrique. Avec ses belles plages, la douceur de son climat, son potentiel économique, on disait que ce pays est la Suisse de l'Afrique. En 1965, il a déjà fait son coup d'État à Olympio, Sylvanus Olympio. Bon, qu'est-ce qu'il fait? De 1965 à 2005, pendant 40 ans. Et Adema avait une même mise sur l'appareil économique, social, politique du Togo, avec un système militaire fondé sur un recrutement au nord, dans sa région. Donc 95% des militaires togolais sont des cabiers, les types de Eyadema. C'est pourquoi d'ailleurs, bon, il faut vous fâcher, mais c'est pourquoi d'ailleurs c'est dur de faire un joli coup d'État au Togo. Si vous voyez que tous les régimes sont tombés en eau revoltée au Niger, au Bénin, où le Togo Eyadema est resté pendant 40 ans, parce que tous les militaires togolais ont fait allégeance à Eyadema. Et qu'il est tombé en 2005, je me rappelle très bien, et le président de l'Assemblée nationale, Lachaba, qui devait prendre le pouvoir, a été bloqué au Bénin par l'armée, et Faure a été imposé par l'armée togolaise comme président du Togo. Bon, 2005-2025, ça fait encore 20 ans. Bon, donc ça veut dire, le père a fait 40 ans, le fils... est à la moitié. Donc, bon, je pense que quand même, le peuple togolais aussi a soif de changement. Puisque le Togo, c'est une monarchie républicaine, si on veut bien voir. Donc, je trouve légitime quand même qu'après tout ce temps-là, le peuple togolais aspire à retrouver une nouvelle tête à la tête de son État. Bon, ensuite, et ce qui me fatigue de cette histoire-là, là, c'est le cœur qui parle, quoi, Madame Vanessa. C'est le silence de la CEDEAO et de l'Union africaine. Ils ont pourtant réagi, il y a eu un communiqué. Mais c'était faible, c'était communiqué, c'est la rhétorique molle. Il faut, par exemple, ils ont dit qu'au Niger, qu'on va attaquer le Niger, on se rappelle.
Ouattara dit que son armée est prête pour entrer au Niger. Tinabou a fait couper de courant à Niamey pour punir les Nigériens. Et quand c'est le Togo, bon, un peu petit poussé de l'Afrique de l'Est francophone, il n'y a pas de réaction forte. Donc normalement, une fois on a parlé ici de la CEDEAO de l'Union africaine, où on critiquait un peu, on fustigeait un peu leur politique à géométrie variable. Ça disait un système de sanctions selon la tête du client. Donc je pense quand même qu'il faut que ces deux institutions la tapent fort sur le Togo. Et que maintenant, bon, Faure lui-même, bon, maintenant je parle de Faure maintenant, lui en tant qu'individu, en tant que personne. Bon, vous, M. Faure, président de la République du Togo, vous êtes assis, vous avez vu la fin de Kadhafi en 2011. Vous avez vu un peu la fuite de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Vous avez vu en 1997 la fuite de Léopard Mobutu. Donc, bon, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, produisent les mêmes effets, et qui sème le vent, le corps de la tempête. Oui, Donc, après 20 ans quand même, et puis son père a fait 40 ans, il est grand temps quand même qu'il lâche un peu le pouvoir, qu'il quitte illégalement le pouvoir, bon, pour ne pas subir certains sorts, bon, inélégants de la part de son peuple. Puisque je pense quand même que les Togolais, comme ils en ont marre, et que c'est les grands temps maintenant que, bon, on tape. Par rapport à l'AES, le grand frère, je pense que Faure, et s'il avait le choix, que de soutenir le Burkina Faso. Parce que si vous parlez mourir au port de Lomé, on va vous répondre. Donc, Faure était pragmatique. Faure a vu que non, ces gars-là, bon, mon port est utilisé à 60% par le Burkina Faso. Donc, bien vrai que c'est un pays sahélien, en porte-à-faux avec la France, c'est vrai, on les a mis au banc de la CEDEAO. Mais si je suis la CEDEAO, excusez-moi du terme, bêtement, j'ai me créé des problèmes pour ma population. Donc, ce qui fait que, bon, 56, tout, c'est des Burkinabés. Bon, nous, on tient le port du Togo. Par exemple, quand le Bénin a fait le mal avec le Niger, on a vu les conséquences par rapport au port de Cotonou. Donc, Faure était pragmatique. Et il paraît-il qu'il y avait des velléités de rejoindre l'AES. Bon, ça, personne ne le sait. Mais je pense plutôt... Il s'est rendu plusieurs fois. Oui, mais le grand frère, il pense plutôt que les Togolais quand même veulent quand même un petit changement. Ça, je dis, ça fait deux. Ça, c'est la première lecture. Okay. Et j'ai bien conclu mon mais je suis d'accord avec vous que si le changement est venu donc du peuple togolais, il n'y a pas de peuple. Moi, je suis contre les changements politiques dictés, imposés par l'extérieur. Okay. On avait aujourd'hui les Libyens, ils regrettent Kadhafi. Ils payent pratiquement rien. Aujourd'hui, ils regrettent Kadhafi. Aujourd'hui, les Irakiens regrettent Saddam Hussein, etc. Il y a des gens à qui il a fait du tort, effectivement, c'est pas là la question. Mais c'est que tout changement, et l'histoire l'a démontré, tout changement impulsé ou imposé de l'extérieur aboutit forcément à des désastres. Pour le Burkina Faso, en 2014, tout le monde sait que c'est un changement interne. Il n'y a pas eu de main externe, etc. Donc voilà pourquoi, voilà pourquoi le coup d'État de Yingere n'a pas marché. Le peuple a dit non. Donc quand c'est le peuple qui décide de façon souveraine de changer leur président, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être le cas pour le Togo actuellement. Bon, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Voilà. On va donc espérer que tout aille pour le mieux et que la volonté du peuple en tout cas soit entendue. Vous avez tantôt fait cas de la CEDEAO, son silence et bien d'autres récriminations. La CEDEAO qui a un nouveau président, le chef de l'État sierra-léonais, Julius Maada Bio, qui succède au président nigérian Bola Tinubu. Il s'est d'ailleurs engagé à faire de l'intégration économique une arme face aux enjeux majeurs de la sous-région. Est-ce que Julius Maada Bio pourra justement être l'homme de la réconciliation ou de la refondation de la CEDEAO? Bon, je pense que, est-ce que c'est la question? Est-ce que lui-même il s'est donné cette mission de refonder la CEDEAO, puisque la CEDEAO, comme vous le savez très bien, est en déphasage avec les aspirations populaires des peuples qui, bien sûr, composent ce qui reste, les pays qui restent au niveau donc de la CEDEAO. Oui. Si vraiment, pour lui, il veut faire revenir... Il parle d'intégration économique comme arme aux enjeux de la région. Ça, c'est tout à fait d'accord. Parce que c'est le principe fondateur même qui a été à la base de la création de la CEDEAO. C'est parce que c'est dans les années 2000 que la question politique est devenue centrale au niveau de la CEDEAO. Au départ, c'était effectivement l'intégration économique, le brassage culturel entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest qui était effectivement l'élément principal
de la création de cette organisation. C'est maintenant, ils se sont laissés entraînés par des puissances extracontinentales qui ont utilisé, n'est-ce pas, la CEDEAO pour dérouler les politiques, pour régler des comptes avec des États qui ne voulaient pas s'aligner sur la doctrine effectivement imposée par ces pays-là. Donc, si Mme Bio a pour mission de renforcer cette intégration économique-là, d'autant plus qu'au niveau de l'AES, alors on est ouvert effectivement à ce type de collaboration, parce que c'est pas parce qu'on a créé l'AES que les pays de l'AES vont déménager, aller ailleurs, comme l'a dit le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Donc, les deux blocs sont appelés à cohabiter, d'autant plus qu'il y a un véritable brassage culturel, économique, social, etc., entre les peuples des deux côtés. Et si la CEDEAO revient sur ses fondamentaux, voilà, donc je pense que le problème ne va pas se poser. C'était d'ailleurs même une patate chaude, la présidence de la CEDEAO, puisqu'on avait, me semble-t-il, désigné le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, pour présider la CEDEAO. Donc il a décliné l'offre parce que c'était quand même une patate chaude. Les peuples, que ce soit les pays qui ont quitté la CEDEAO et même les pays qui sont restés, il y a certaines populations effectivement qui ne sont pas d'accord avec effectivement la ligne actuelle donc de la CEDEAO. Donc je pense que si la structure, donc l'organisation ouest-africaine s'en tient à son premier rôle, à sa première mission, l'intégration économique et le brassage culturel, je pense qu'en ce moment, Mme Bio peut réussir sa mission. Alors Bola Tinubu, on l'a connu pour avoir des positions assez tranchées sur certains sujets. Est-ce que Mme Bio pourrait justement faire la différence, avoir une approche plus diplomatique? Bon, puisque je pense qu'il a déjà rencontré les gens de l'AES. Donc, c'est celui qui vient faire des négociations avec nous pour le retour. Mais à défaut de retourner dans l'AES, dans la CEDEAO, quand même, Mme Bio pourrait travailler à une bonne collaboration entre l'AES et la CEDEAO. Bon, ensuite, Mbalo, le Bissau-Guinéen, a eu un leadership un peu non fédérateur et non intégrateur. Lui, c'était un va-t-en-guerre. Donc, il a un peu terné et corné l'image de la CEDEAO. Donc, le président sierra-léonais maintenant a le devoir maintenant d'embellir l'image de la CEDEAO, car la CEDEAO, bon, ils sont un peu, leur image est un peu ternée aux yeux de la population de la CEDEAO et enfin par rapport à beaucoup de dirigeants. Bon, maintenant, par rapport à l'AES, je pense que ce que le monsieur pourrait faire, c'est pas de souhaiter un retour dans la CEDEAO, mais c'est d'essayer d'apaiser un peu les tensions entre les deux regroupements, les deux fédérations. Puisque un retour serait compliqué, puisque, bon, la plaie est encore un peu fraîche, les paroles de violence sont encore dans les esprits, on va patienter un peu. Mais je pense que ce monsieur-là, il a toutes les cartes en main pour avoir un très bon mandat en tant que président, puisqu'il voit exactement où ça ne va pas. Il a vu les erreurs de ses prédécesseurs. Il voit très bien qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'AES, qu'est-ce que la CEDEAO fait comme tort à l'AES, quels sont les griefs qu'on a contre la CEDEAO. Donc je pense que, bon, avec un peu de lucidité quand même, il peut réussir sa mission à la tête de la CEDEAO. On attend donc de voir, en tout cas. Absolument. Mais c'est sûr que dans les prochains jours plutôt, il sera à Ouagadougou ou au Mali ou au Niger. Puisque, bon, Diomaye Faye, effectivement, comme l'a si bien dit le grand frère, a un peu décliné gentiment l'offre. Puisque il est venu à Ouagadougou, et son premier s'est venu à Ouagadougou, je pense bien. Oui, Sonko était là, il n'y a pas longtemps. Oui. Il a pris la pleine mesure du sentiment de l'AES vis-à-vis de la CEDEAO. Alors qu'il sait que s'il prend la tête de cette institution-là, on va lui réclamer, bon, va voir les gars la négocier à nouveau. Donc pour éviter cet échec-là, pour éviter d'être encore décrié, bon, il a botté en touche, comme on dit au football. Oui, parce que sierra-léonais, bon, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Mais il aurait été le parfait candidat s'il avait accepté. Je parle là de Diomaye Faye. Bon, pas parfait, puisque, bon, Diomaye Faye est un peu adulé par la population de la CEDEAO. Vu son combat, vu la manière avec laquelle il est venu au pouvoir avec Sonko. Donc, si jamais il gère mal la CEDEAO, il peut être taxé de complice de certaines forces impérialistes. Bon, beaucoup pourraient le taxer. Et surtout, bon, à force de vouloir tout ramener l'AES dans la CEDEAO, c'est ce qu'il va tenter.
il peut se faire des ennemis quelque part. Donc je pense que, bon, comme il veut rester un peu au-dessus de la mêlée, avoir carte blanche et part blanche face à la population, il a décliné gentiment l'offre. Mais est-ce que c'est sûr que Julius Maada-Bio aura justement patte blanche pour œuvrer en tant que président de la CEDEAO, étant donné qu'il y a également d'autres chefs d'État qui sont influents, qui sont toujours membres de l'organisation? Lui, sa chance, c'est qu'il n'a pas d'antécédent. Il n'a pas de casserole par rapport aux autres. Par exemple, bon, je ne juge pas un président, un Ouattara, président de la CEDEAO, ou bien un talon. Bon, du coup, il n'allait pas avoir le courage de venir avoir de parler avec quelqu'un. Mais je pense que le Sierra Leonéen, il est immaculé, comme on peut le dire. Il n'a pas de tâche. Il n'a pas, comme on l'a dit précédemment, il n'a pas d'antécédent avec les pays de l'AES. De ça, le bienvenu à Ouagadougou pour discuter. Et même pendant la crise avec le Niger, il a clairement dit qu'il n'allait pas participer à une opération militaire contre le Niger. De même que le président libérien. Effectivement, il part avec cette présomption, je ne vais pas utiliser le terme ici. Innocence. Voilà, cette innocence-là. Voilà. Donc, et en ce moment, ça veut dire que toutes les portes là lui seront ouvertes. Maintenant, c'est à lui de savoir manager. Parce que la question donc du retour de l'AES dans les girons de la CEDEAO, vous avez certainement suivi tous les 3 présidents, dit que c'est vraiment irréversible, irrévocable. Je pense que maintenant la perspective, c'est d'aller maintenant vers un partenariat entre les 2 blocs. C'est pas pour rien qu'on a un hymne de l'AES, on a un drapeau de l'AES, on a même une banque centrale. Nous sommes en train en tout cas d'aller progressivement vers n'est-ce pas, la mise en place de tous les rouages qui pourront effectivement aider l'institution à être considérée comme un acteur majeur, n'est-ce pas, de la politique ouest-africaine, pourquoi pas la politique africaine. Alors nous allons nous arrêter là, en tout cas en ce qui concerne les sujets retenus pour le débat. Merci à Amadé Adama Soro et merci à Boubacar Sidiki. Je vous en prie. Zerbo. Merci madame. Nous invitons les téléspectateurs à toujours rester sur l'émission 100% Info.